Le dernier Conseil des ministres a pris une grande décision, celle de décider donc de fermer le lycée Philippe Zenda Kaboré, et ce jusqu'à nouvel ordre. Vous le savez, cela est en lien avec la crise au sein de l'éducation, précisément avec l'agissement des élèves lors des derniers mouvements donc de rejet des réformes dont le baccalauréat et le BEPC. Le ministre en charge de la réconciliation ivoirien Kwadjo Kono-Bertin a séjour à Ouagadougou avec son homologue burkinabé. Il a été reçu par le président du Faso, précision dans ce journal. Et puis, éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo. 5 personnes ont perdu la vie selon un premier bilan. Les populations à Goma, ville où est situé donc le volcan, sont obligées de fuir donc leur lieu de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le dernier Conseil des ministres a eu lieu donc hier lundi. Plusieurs questions ont été examinées. Celle de la crise au sein de l'éducation nationale prend une tournure différente et importante car le gouvernement a décidé donc de la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui intervient, vous le savez donc, suite au récent mouvement violent des scolaires contre les réformes du baccalauréat et du BEPC. Précision donc de tout cela et de tous les autres points abordés lors du Conseil des ministres. C'est avec Mamid Ganakamabou et Abakar Mamad. Suite aux événements survenus le 17 mai 2021 au lycée Philippe Zenda Kaboré, le gouvernement décide de la fermeture de cet établissement jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise lors du Conseil des ministres de ce lundi 26 mai. Des bureaux ont été saccagés, donc que des archives ont été détruites, et ce qui met donc cet établissement dans une situation de non-fonctionnement. Fermé naturellement pour raisons d'ordre public, mais fermé aussi pour des raisons pratiques, puisque si les outils didactiques, l'ensemble des documents administratifs ne permet plus de tenir les cours, le gouvernement responsabilise et engage en tout cas les responsables d'établissement à faire en sorte que cet établissement ne puisse pas donc fonctionner en ce moment. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif au projet de document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Ce rapport, qui couvre l'année 2022-2024, permettra de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. L'orientation du gouvernement est de faire en sorte que nous puissions, à travers nos budgets, travailler encore à l'apaisement du climat social, en faire en sorte aussi que nous puissions davantage atténuer l'impact économique de la pandémie à Covid. Et puis naturellement, comme vous le savez, les efforts en matière de sécurité doivent être encore maintenus. Il s'agit de faire en sorte de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, de renforcer naturellement la résilience, parce que effectivement le défi sécuritaire continue donc de se poser à notre pays, et cela depuis 5 ans. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a annoncé l'adoption d'un décret portant création, attribution et composition d'un Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il s'agit donc pour ce Conseil aussi de donner, j'allais dire, des orientations pour l'organisation et la tenue de ce forum. Et puis ce Conseil national va aussi étudier et faire des propositions sur les politiques et stratégies liées donc au dossier qui sont relatifs à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Pour la tenue de la 26e édition du FESPACO, le ministre de la Communication a souligné qu'à la date du 31 mars 2021, 1132 films provenant de 50 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe ont été enregistrés. Et puis le Conseil des ministres a également fait cas du prochain pèlerinage à la Mecque. Vu la crise sanitaire du moment, l'Arabie Saoudite a imposé un certain nombre de conditions aux pèlerins. Ils doivent notamment recevoir obligatoirement plus d'un vaccin donc contre le Covid-19 reconnu par l'OMS. Avant le déplacement, le ministre en charge de la communication, Ousseini Tamboura, a fait cas donc des détails de l'organisation de ce pèlerinage. Il est au micro de Mamid Ganakamabou. Il s'agit, au titre de l'édition Hajj 2021,
de l'obligation pour les pèlerins de l'intérieur de recevoir 2 doses de vaccin contre la Covid-19 avant le 1er Zulhijja, 12e mois de l'Hégire, ce qui correspond au 11 juillet 2021. Cette exigence concernerait également tous les pèlerins de l'extérieur qui doivent recevoir 2 doses de vaccin reconnues par l'OMS. La seconde dose doit être reçue 1 semaine avant l'entrée dans le Royaume d'Arabie Saoudite. La deuxième information, le port du masque à tout moment pendant toute la période du pèlerinage sera obligatoire aussi bien pour les pèlerins que pour les employés des services techniques du ministère saoudien du Hajj. Il sera exigé à tout pèlerin la présentation d'un test Covid-19 certifié négatif 72 heures avant l'arrivée en Arabie Saoudite. 72 heures d'isolement sont également imposées dès l'arrivée dans le pays. Pendant cette période d'isolement, le pèlerin sera soumis à un autre test 48 heures après par une structure agréée. Ces dispositions devront s'articuler avec l'immunité vaccinale de 60% des populations de la Mecque et de Médine avant le début du mois de Zulhijja, à l'exception donc des catégories à risque qui ne sont pas autorisées à accomplir le Hajj. Seules sont concernées donc les catégories d'âge de 18 à 60 ans. Nous en parlais en titre, le ministre ivoirien de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin, a été reçu hier en audience par le président du Faso. Kouadio Konan-Bertin a été accompagné de son homologue burkinabé Zéphirin Diabré. Je propose donc d'écouter l'invité ivoirien à sa sortie d'audience. Nous sommes venus participer, certes, à une soirée, à un spectacle qui avait pour thème le reggae, la réconciliation, la paix, pour dire que les jeunes du Burkina Faso eux-mêmes s'approprient ces questions essentielles qui conditionnent le développement de nos États. Vous comprenez bien qu'à la fin d'un tel séjour, je me devais donc de rendre visite au président du Faso. Nous avons eu des séances de travail, chacun a donné, chacun a reçu de l'autre, puisque, comme je me plais à le dire, pour moi, c'est vrai, il y a une frontière qui nous sépare, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous sommes certes 2 peuples, mais 2 peuples au même destin. J'ai donc coutume de dire que ce qui touche au Burkina touche à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Nous avons donc l'obligation de mutualiser nos efforts, d'échanger les expériences et voir comment ensemble nous conduisons ces 2 peuples, dis donc ce peuple ivoiro-burkinabé, vers un destin meilleur. Cela passe par stabiliser la sous-région, par des conditions de paix et de réconciliation pour que vive le bonheur. Voilà des propos recueillis par Sanata Serré dans ce journal. La mort tragique et suspecte du juge Salifou Nebie en question. Les faits cités produits le 24 mai 2014 à Saponé. Nous sommes 7 années après donc et aucune avancée du dossier, ce qui dépite énormément Boukari Konombo, président du Brassard Noir, membre du collectif Justice pour Salifou Nebie. 7e anniversaire donc qui est célébré hier 24 mai. Occasion pour revenir donc sur cette disparition et de demander justice. Michael Toukré. Principale organisation de la société civile dans la lutte pour vérité et justice pour le juge Salifou Nebie, 7 ans après sa mort, le Brassard Noir dit être déçu de la gestion du dossier. Un dossier qui, de l'avis du président du Brassard Noir, piétine. À cela, Boukari Konombo déplore le manque d'informations. Ça fait exactement 7 ans que le juge constitutionnel Salifou Nebie a été assassiné. Et depuis 7 ans, nous n'avons pas une lueur d'espoir, un semblant de justice pour ce juge émérite qui a été Salifou Nebie. Donc nous sommes vraiment drôlement déçus que 7 ans après, nous n'avons pas encore justice pour Salifou Nebie. Vous avez vu que le dossier
qui était avec le premier juge d'instruction. Malheureusement, ce juge d'instruction est décédé. On a confié un autre juge qui est parti. Actuellement, nous sommes à un troisième ou un quatrième juge d'instruction sur le dossier. Aura-t-il un jour la lumière sur les circonstances du décès du juge constitutionnel? Pour Boucaré Konombo, seule la mobilisation et la lutte permettront de rendre justice à Salifou Nebié. Et au Brassard Noir, on reste optimiste sur le dossier du juge constitutionnel, retrouvé mort le 24 mai 2014. On peut nous arrêter là tant qu'il n'y aura pas de justice. Justice, non seulement justice pour tous les crimes de sang impunis et tous les crimes économiques, et surtout, nous, Brassard, nous avons intérêt qu'il y ait justice. Nous, c'est une seconde mort, c'est une deuxième mort que ses confrères juges sont en train d'assassiner le juge Salifou Nebié. On ne peut pas comprendre qu'un juge, un de leurs, ce juge émérite, 7 ans après, ses confrères n'arrivent pas à nous dire qui a assassiné, quels sont ses commanditaires, qui a assassiné le juge Salifou Nebié et pourquoi. Quand nous approchons, que nous entendons, c'est les moyens que la justice demande pour faire le travail. Nous pensons que les moyens, c'est vrai, il faut les moyens, mais il faut commencer le travail. Demandons à tout le monde sincère, à la population, de s'impliquer pour que réellement, ensemble, nous demandons justice pour Salifou Nebié. Le juge constitutionnel Salifou Nebié serait mort des suites d'un accident. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le médecin légiste français Stéphane Chouchoua dans son rapport d'enquête. Une visite de presse dans les brigades de gendarmerie de Pabré, de Signoguin et au camp militaire de Paspanga. Hier lundi, les journalistes ont pu comprendre les conditions d'apprentissage des élèves sous-officiers de gendarmerie en fin de stage, un stage de 30 jours qui leur aura permis de se faire une idée précise sur des réalités du terrain. Abdourahim Nigné. Brigade territoriale de la gendarmerie de Pabré. 10 élèves sous-officiers de la 47e promotion de la gendarmerie effectuent leur stage dans cette brigade. C'est l'avant-dernier jour de stage et le commandant de brigade met ses stagiaires à l'épreuve devant la presse. C'est le moment de mettre en pratique les connaissances acquises. Démontage et montage d'armes, assurer le rôle du planton, les techniques de fouille et le contrôle sécuritaire. Technique en transmission, voilà, mais nous n'avons pas de poste ER, donc on n'a pas eu l'occasion de démontrer cela pratiquement. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, il y a la prise des messages, la technique de prise d'audition également. Puis c'est à l'école, ils en font, mais de façon théorique. Mais là, au moins, ils ont affaire à la population, ils ont affaire à des victimes, des auteurs, etc. Donc pratiquement, voilà, ils touchent la réalité du doigt. Après Pabré, le cap est mis sur la brigade de Signoguin dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. La dizaine de stagiaires se relaient au service de planton, accueil du public, recueil des plaintes, surveillance des personnes en garde à vue. Ce stage permet à ces futurs gendarmes de se confronter aux réalités du terrain. Les anciens se sont vraiment donnés à fond pour nous faire mieux comprendre ce que nous avons appris théoriquement à l'école et de mettre en pratique surtout les exigences de la police judiciaire. On a appris beaucoup de choses telles que le rôle du platon, le recueil de la plainte, l'accueil du public, comment prendre une audition, la prise et l'enregistrement des courriers départ et arrivée. On a vraiment appris beaucoup de choses. La visite prend fin dans les locaux de la brigade de recherche et du service technique de recherche judiciaire SIS au camp Paspanga. Ici, les stagiaires participent à l'audition des personnes interpellées et aux enquêtes de police judiciaire. Pour le commandant de l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, ce stage, en plus de la formation théorique et pratique, est plus qu'important pour le futur gendarme. C'est durant la deuxième année qu'un stage appelé stage brigade est organisé au profit des élèves. Et l'objectif du stage est de faire en sorte qu'ils puissent en tout cas tenir les emplois, notamment l'emploi de planton au sein de la brigade. Et du même coup, ça permet aux élèves de mettre en œuvre, de mettre en pratique tout ce qu'ils ont pu acquérir comme connaissances théoriques à l'école. Comme vous le savez, c'est une formation professionnelle, donc ça permet de combler justement ce vide-là, de sorte qu'à leur sortie, immédiatement, on doit pouvoir les employer dans les brigades. Ce sont au total 750 élèves sous-officiers de gendarmerie, dont 25 filles, qui effectuent ce stage dans les gendarmeries à travers tout le territoire.
Les commandants de brigade visités se sont tous réjouis du niveau des stagiaires qu'ils jugent dynamiques, respectueux et disciplinés. Ils ont ainsi foi que ces jeunes seront des hommes de qualité au service de la sécurité et de la défense du pays. Le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques prises est en pleine mise en œuvre dans la commune rurale de Sabou. Le ministre en charge de l'économie a procédé le 22 mai dernier à l'inauguration d'une école et d'un ouvrage de franchissement dans le village. Image avec Fatima Tanikima. La joie était au rendez-vous dans la matinée du 22 mai 2021 dans la commune rurale de Sabou. Les élèves de l'école primaire de Maoulou et les populations du village de Namanagma ont respectivement bénéficié d'infrastructures scolaires et d'une piste rurale praticable sur 8 km composée de 3 dallos. La réalisation des infrastructures qui ont été inaugurées par le ministre en charge de l'économie a été possible grâce aux prises. Le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. C'est quelque chose qui répond à un besoin. Comme disait, parce que quand il pleuvait, les gens étaient souvent coupés totalement. Même quand une femme est malade, pour pouvoir trouver un centre de santé était difficile. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des infrastructures qui nous ont coûté, c'est vrai, autour de 198 millions de francs CFA, mais qui vont effectivement être très utiles au développement de la localité. L'école que nous avons inaugurée aussi rentre toujours dans le prise parce que le capital humain fait partie des préoccupations du chef de l'État. Pour les bénéficiaires, c'est un soulagement. Les populations peuvent désormais emprunter cette route qui relie Sourgou à Namanagma sans crainte. Pareil pour les écoliers de Maoulou qui prenaient les cours dans des classes défectueuses. Le donateur nous a fait du bien parce qu'on avait un problème même de salle. Et on a eu ce joyau. Je crois que nous sommes très heureux et les élèves, les bénéficiaires même sont très contents. Ça nous a arrangé au niveau du recrutement des élèves. Parce qu'on arrive maintenant en tout cas à résoudre le problème de l'effectif. Le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques à prise, qui a été à la base de la réalisation des 2 joyaux dans la commune de Sabou, ambitionne apporter une réponse aux besoins de base des populations, selon le ministre Lassane Kabori. Il compte à ce jour 42 complexes scolaires, 23 CSPS, 17 radiés et 13 dallos réalisés. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a procédé à l'installation de la nouvelle section provinciale du Zunwego et des secrétaires généraux des sous-sections du parti. Donc, c'était ce samedi 22 mai, dont à Manga, donc, thème de cette activité Zunwego, quelle résilience pour un avenir victorieux avec la présence effective des militants du parti. Reportage. Le forum de Bamako fait partie des événements incontournables de la capitale malienne. Pour Abdallah Koulibaly, le fondateur, l'homme est le seul responsable des multiples crises qui traversent le Sahel. Vous savez, le Mali, le Sahel est en crise. Et cette crise fait du tort à beaucoup de monde. Et donc on s'est posé la question, pourquoi il y a cette crise? Pourquoi il y a tous ces problèmes? On s'est rendu compte qu'au cœur de cette crise, c'est un problème d'hommes, d'attitude des hommes. Et donc il faut s'attaquer à ça, créer l'homme nouveau, l'homme qui va prendre sa destinée en main et qui va se développer. Mais cet homme-là, il souffre de quoi? Il souffre des problèmes de terre, spéculation foncière. Il souffre d'injustice, parce que l'injustice crée beaucoup de problèmes d'insécurité. Il souffre des problèmes d'eau, il souffre des problèmes d'électricité. Donc cet homme-là a besoin d'un minimum pour avoir la tête tranquille pour étudier. Avis que partage l'imam Mamoudou Diko, l'une des invités d'honneur du forum. Je pense réellement que le capital humain, c'est vrai, mais ce capital humain dans l'histoire de l'humanité a toujours eu des locomotives. Et l'être humain a besoin de cette locomotive pour l'attirer. Malheureusement, le capital humain africain aujourd'hui, la locomotive africaine est en panne par la faute des élites, l'élite africaine, au sens large du terme, l'élite politique, intellectuelle et même religieuse, si tu veux. Alors donc vraiment on se met dans des forats, on parle, on fait des choses, mais aujourd'hui nous avons besoin vraiment
de faire plus. Venu participer à ces forums, le Burkinabé Dr Ablaze Ouedraogo estime lui que les Africains fuient leurs responsabilités dans la gestion des crises. Il faut que nous les Africains, nous acceptions de nous prendre en charge, de compter d'abord sur nos propres forces en espérant que les amis viendront compléter le reste. Mais notre fonctionnement normal et usuel, c'est demander aux autres de venir faire à notre place et nous allons subir. Le thème s'est imposé en raison des nouvelles réalités au Mali depuis le coup d'État de 18 août dernier et la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. La transition politique prévue pour durer 18 mois devrait s'achever avec l'organisation des nouvelles élections présidentielles et législatives prévues le 27 février 2022. Vous l'aurez compris donc, nous étions au Mali pour assister à la 21e édition du forum de Bamako dédié à la transition. Un reportage signé donc Bourema Soulo depuis le Mali. Le volcan Nyiragongo dominant donc Goma dans l'est de la République démocratique du Congo est entré en éruption samedi soir, poussant de nombreux habitants paniqués à fuir leur ville. Un ordre d'évacuation de la ville a été annoncé et un premier bilan provisoire fait état de 5 morts. En République démocratique du Congo, le bilan de l'éruption du volcan Nyiragongo s'est encore alourdi ce lundi. Les corps de 5 personnes ont été retrouvés en périphérie de la ville de Goma. Des personnes mortes asphyxiées par les émanations toxiques de la lave rocheuse. Ces décès s'ajoutent aux 15 déjà enregistrés ce dimanche. Le volcan Nyiragongo, situé à quelques kilomètres de là, est entré en éruption samedi soir. 2 coulées de lave se sont échappées de ses pentes jusque dans les faubourgs de Goma. Désormais, la lave ne progresse plus, mais elle continue de dégager des vapeurs toxiques dangereuses pour la santé. Et surtout, l'activité sismique dans toute la région reste forte, avec d'intenses et fréquents tremblements de terre. De nombreux habitants avaient fui dans la nuit de samedi à dimanche. Ils sont revenus depuis et ils ne peuvent que constater les dégâts. Des maisons englouties par la coulée de lave. Certains font part de leur colère. On considère que l'Observatoire de volcanologie de Goma n'a pas fait son travail comme il faut, dit cet homme. Ceux qui y travaillent sont des incompétents, ils doivent démissionner. Ils n'ont pas anticipé l'éruption et donc tout le monde a été pris de court. Moi, j'ai tout perdu. On ne comprend pas à quoi sert cet observatoire de volcanologie. Les coulées de lave ont recouvert une partie de la route qui relie Goma à Butembo, un axe d'ordinaire très fréquenté dans cette province du Nord Kivu. La dernière grande éruption du volcan Nyiragongo remonte à 2002. À l'époque, une centaine de personnes avaient trouvé la mort. Et puis dernière actualité avant de nous quitter, le sport USUBF 2021, la finale dans ce reportage. L'USUBF 2021 a donné son verdict pour cette saison. À handball, la finale a mis aux prises l'équipe de l'ISSSDH à celle de l'université Nanziboni chez les dames. Bien appliquées, les dames de l'ISSDH se font respecter avec un score sans appel de 25 à 15. Chez les hommes, l'université Naziboni était face à l'université Norbert Zongo de Koudgou. Après un score de 23 points partout à la fin de la rencontre, c'est à l'issue des tirs au but que l'UNB est fait championne. En lutte, chez les dames à moins de 65 kg, Inès Kando de Fada remporte le premier prix. Monique Sommet de l'ISSDH à moins de 75 kg également est championne, et Rosalie Poda à moins de 85 kg de l'université Joseph Kizerbo s'adjuge le trophée. Chez les hommes à moins de 66 kg, Assami Saint-Poré de Dédougou monte sur la première marche du podium. À moins de 86 kg, Frédéric Do de l'ISSDH est champion. Et à moins de 76 kg, c'est sans conteste l'expérimenté Blaise DB de l'ISSDH qui s'impose. Bon, pour moi, ici, il n'y avait pas le niveau parce que, bon, je suis à un niveau un peu plus élevé, si je peux le dire ainsi. Et donc, bon, je ne voyais pas vraiment un combat difficile, en tout cas en tant que tel. Nous allons plus encadrer les jeunes, nous allons rehausser le niveau des jeunes vraiment pour que ces combats-là soient d'habitude beaux à regarder. La finale en football était la plus attendue. Une fois de plus, on retrouve l'université Norbert Zongo face à l'université Naziboni. Si en première période il n'avait rien à signaler, la seconde était bien mouvementée. Naziboni ouvre la marque dès les premiers instants grâce à Maxime Compaoré.
Ensuite, Alexandre Sanou double la mise grâce à un travail personnel impeccable avant de la corser sur un penalty. Score final 3-0 pour Nazi Boni. Oui, bon, je n'avais pas peur de mon adversaire. Je sais qu'ils sont pétris de talent, mais je n'avais pas peur parce que nous travaillons beaucoup à Bobo. Une semaine bien remplie et un pari réussi selon le ministre des Sports et celui des enseignements supérieurs. Jusqu'à cette discipline dans laquelle on a vu exceller des élèves et des étudiants qui sont venus compétir ici à Tinkodo pour les phases finales. On a vu ce matin la lutte, on a vu le handball hier, il y avait le volley, le basket, le judo. Et dans toutes ces compétitions, on a vu qu'il y a des sportifs de très grand talent. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison que le sport scolaire et universitaire ne revienne pas au centre du sport au Burkina Faso. Vous m'envoyez très ravi. C'est vrai que mon cher ami et frère Dominique est très content, mais je dois pouvoir dire que je suis le plus heureux en fait, parce qu'on a mis en compétition des universités, près d'une soixantaine, qui sont allées au contact les unes des autres. Et vous avez vu pendant une semaine ce qui s'est produit ici à Tinkodogo. C'est de la joie. On a donné du plaisir aux populations donc, de la région, de la province et de la ville de Tinkodogo. Comme vous l'avez dit, il faut évidemment, comme on le dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Et les étudiants nous ont démontré effectivement que par-delà le fait d'être dans des amphis, dans des salles de classe, d'être concentrés sur leurs études, ils ont la capacité dans tous les secteurs de donner des talents exceptionnels pour notre pays. Notons que l'ex-international Momoni Dagano et le prince Hakim étaient les parrains de cette édition. C'est donc la fin de la saison sportive pour les universités et grandes écoles du Burkina Faso. Rendez-vous donc est pris en 2022. Voilà des images prises par Assami Thiemtoré. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à 13h. Portez-vous bien.